pertinents qui vont retracer un petit peu la démarche d'un protocole opératoire tout en respectant le gradient thérapeutique. Alors, avant de commencer toute présentation, ça ne veut pas marcher, ça démarre bien. Oui, voilà, c'est bon. Donc, avant de démarrer toute présentation, je tenais à vous rappeler que c'est une séance interactive. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires. On reste à votre disposition. Je vous présente Pascal Demarche qui va être un petit peu votre voix pendant tout au long de cette séance. Donc, vous avez un numéro de portable qui est, je crois, à l'avant de chaque table. Donc, c'est tout simple. Vous envoyez un texto et puis nous, derrière, on y répondra à la fin de chaque communication. Alors, aujourd'hui, c'est une évidence de dire que les aspirations de nos patients ont changé. Avoir un beau sourire, voilà une question aujourd'hui quotidienne dans notre exercice professionnel. Pourquoi ? Avoir un beau sourire, c'est être en bonne santé, c'est un signe de jeunesse, c'est un standard de beauté qui est aujourd'hui imposé par nos sociétés. Alors c'est vrai que quand on voit ce cas clinique qui est un cas clinique de pratique courante et qui va nous servir en faire de fil rouge tout au long de des différentes présentations, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce patient se présente à la consultation, son motif de consultation évidemment esthétique. Docteur, mon sourire, ça ne va pas. Ce patient se plaint évidemment de cette incisive centrale réalisée 2 mois plus tôt, donc ce n'est pas une incisive centrale qui a 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire ? L'absence de symétrie des 11 et 21, tant dans leur forme que dans la couleur, engendre un stress visuel sur ce point particulier. Et l'existence des diastèmes multiples renforce l'aspect assez agressif, l'aspect anguleux des canines, qui paraissent assez marqués, et une sensation de largeur au niveau des incisives latérales. Alors, qu'allons-nous proposer à ce patient ? Est-ce qu'on va lui proposer de faire 6 coiffes, 6 facettes, 8 facettes, voilà, un implant, quelles vont être nos solutions ? Alors, je crois qu'avant tout, et ce sera un petit peu le fil directeur des différentes présentations, avant de procéder à toute restauration du sourire, je crois qu'il faut revenir quelques minutes sur l'intérêt du gradient thérapeutique. Et donc, avant de prendre une décision thérapeutique, on va se demander s'il n'existe pas des différentes solutions thérapeutiques qui pourraient être moins invasives pour le patient. Et évidemment, par rapport à cette décision, il va y avoir différents facteurs qui vont nous faire prendre cette décision-là et qui vont être spécifiques aux praticiens et aux patients. L'âge du patient, ses motivations esthétiques, le fait qu'il puisse exister une dyschromie ou pas, évidemment le contexte gingival, son occlusion, dans quel contexte occlusal se situe le patient, le nombre de dents à traiter bien évidemment, ses exigences esthétiques, et puis l'expérience de chacun. Là où peut-être moi je prendrai la décision d'une facette, certains se sentiront plus à l'aise avec un composite. Donc là évidemment, la décision nous appartient aussi en fonction de notre expérience clinique. Alors pour démarrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter Laurent Elbez. Laurent, je crois qu'on peut dire de toi que tu es un praticien et un enseignant passionné, curieux, toujours à l'affût des dernières informations du moment, à la recherche des bons articles. C'est un plaisir et c'est assez facile de bosser avec toi. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'éclaircissement, Laurent. Eh bien, je te laisse la parole. Je crois que c'est un sujet que tu connais bien en plus. Go. Alors en plus, Laurent est parmi nous, mais un petit peu blessé ce matin. À toi. Hop. Alors, je te remercie Stéphanie. Déjà, je te remercie pour ton invitation et celle du comité scientifique pour surtout parler d'un sujet dont j'ai à cœur et surtout, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous se posaient beaucoup de questions. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de répondre à ces questions. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, l'intégration esthétique prend une place de plus en plus importante dans nos choix thérapeutiques. Cette demande de nos patients
n'est plus un souhait, mais une réelle exigence de leur part qui est largement entretenue par les médias. Alors nous allons voir tout ce matin, avec les différents intervenants, tout l'arsenal thérapeutique pour répondre à cette demande esthétique. Mais face à un problème de couleur, l'éclaircissement dentaire est la solution la plus adaptée si son indication est bien posée. Alors certes, pardon, excusez-moi, j'ai très mal à la cheville, donc je suis désolé. En fait, on a organisé cette présentation en fonction des questions qu'on a l'habitude de nous poser. Alors certains d'entre vous, et je le sais, c'est les questions que l'on a quand on fait des formations, vont nous dire oui, mais moi les éclaircissements, ça m'agace un petit peu, je préfère faire des facettes. Alors comme l'a rappelé Stéphanie tout à l'heure, les facettes ou les composites et tout ça sont des traitements qui sont tout de même mutilants, et dans le gradient thérapeutique esthétique, l'éclaircissement reste une solution qui est l'une des moins invasifs. Certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais avec la nouvelle réglementation, ça ne marche pas trop. » Comment choisir l'éclaircissement? Comment choisir ces produits? On est un petit peu perdu. C'est dangereux. Ou de manière un petit peu plus pointue comme question, c'est quand même gênant de proposer un traitement dont on ne peut pas pronostiquer le résultat à notre patient. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on sait depuis toujours, depuis des années, que la demande esthétique est un phénomène sociétal. Et ne pas répondre à cette demande, il faut savoir quels vont être les recours de nos patients si on n'y répond pas. On va voir donc du coup comment choisir le peroxyde d'hydrogène ou le peroxyde de carbamide, et comment choisir entre les différentes techniques ambulatoires ou au fauteuil, et les risques que l'on a des peroxydes d'hydrogène. Et enfin, je vais vous proposer une démarche thérapeutique que l'on a mis en place avec Stéphanie pour justement savoir comment organiser notre consultation initiale pour éviter certains pièges et surtout pronostiquer le résultat à nos patients. Alors les remèdes de grand-mère, c'est tout ce qu'on va trouver sur les sites internet, dans les magazines, dans les conseils entre copines, ou copains. Les premiers, c'est les solutions abrasives. Dans les solutions abrasives, on a bien entendu les dentifrices qui, à part être très abrasifs pour certains, ont des propriétés soit de colorer la gencive en rouge ou de créer une petite inflammation de cette gencive qui va créer un phénomène de contraste. Bon, moi, je préfère proposer à mes patients de mettre ou patientes plutôt, ça passe beaucoup mieux, de mettre un rouge à lèvres un petit peu plus flashy pour créer ce phénomène de contraste que d'aller vers ces solutions-là. L'argile, le charbon, allez, on frotte, on y va. Ça, c'est une patiente qui m'a raconté ça. Oui, j'utilise du pain grillé avec du miel et une fois par semaine, je vais le frotter sur les dents. C'est un petit peu plus embêtant. Ça, c'est des solutions qui sont proposées par certains dentistes qui n'aiment pas trop faire d'éclaircissement. Ça les embête un petit peu et qui disent « Ah, mais vous avez qu'à vous brosser les dents avec du bicarbonate et de l'eau oxygénée mélangée. » C'est un traitement qui trouve son indication en paro. En esthétique, pas du tout. C'est un peu s'échapper face à cette demande et laisser le patient libre de faire un petit peu ce qu'il veut. Il peut le faire tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, toutes les semaines. Et ça va avoir des effets très abrasifs. Et surtout, c'est illégal. On le verra dans la loi, puisque c'est un traitement qui utilise un traitement au peroxyde d'hydrogène à 3%, qui n'est pas encadré par le cabinet dentaire, par un dentiste, et donc du coup, qui est dans la loi illégal. Le citron, alors ça nous étonne à tous, à part décaper les taches, l'effet déminéralisant, on sait tous ce que ça va donner. Un petit peu plus rare, mais on le trouve quand même, c'est les huiles essentielles, dont la majorité des huiles essentielles qui sont recommandées pour les éclaircissements dentaires sont œstrogènes-like, donc peuvent avoir des conséquences assez importantes. Ils disparaissent de plus en plus, les barres à sourire, mais bon, il faut en parler. Alors, les barres à sourire, pour pouvoir monter un bar à sourire, il ne faut pas avoir une formation spécifique. Je crois à Toulouse, il y en a un qui est tenu par une stripteaseuse. Donc, pour dire, il diminue de plus en plus. Comment ? Oui, voilà, c'est ça. Je vous donne, envoyez les textos, je vous enverrai l'adresse. C'est pas mon numéro personnel. Les barres à sourire, il ne faut pas leur en vouloir aux gens qui montent ces barres à sourire. Ils achètent une franchise, ils ne savent pas trop les produits qu'ils utilisent. C'est écrit en chinois en général en plus, donc ils ne peuvent pas trop savoir. On leur a dit c'est sans peroxyde, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est quoi comme produit qu'ils utilisent ?
La plupart sont à base de glycérol, donc c'est un humectant, ça va assécher la dent, donc ça va créer une dent qui va être beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse pendant quelques jours. C'est cher pour avoir ainsi peu de résultats. Les huiles essentielles, et il y a dans certains cas des peroxydes d'hydrogène, ça c'est une photo d'un de mes confrères, après un bar à sourire, qui nous montre bien les dangers que ce type de salon peut avoir. Alors nous, qu'est-ce qu'on a ? Le principe actif, pour pouvoir savoir quel type de produit on va utiliser, on va parler du chromoforme. Qu'est-ce qu'un pigment et qu'est-ce qu'un pigment organique ? Parce que la plupart des pigments que l'on aura à traiter seront des pigments organiques. Un pigment organique, c'est une molécule carboxylate avec beaucoup de liaisons, de double liaison. Plus on a des doubles liaisons, plus la longueur d'onde va être absorbée et donc plus ça va paraître foncé. Le but du traitement éclaircissant, c'est d'utiliser un produit qui est de peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée, qui va oxyder les doubles liaisons pour diminuer le nombre et faire passer du jaune foncé au jaune clair. Le résultat dépendra de la nature du chromoforme. Vous avez compris que ça marchait beaucoup mieux avec les chromoformes organiques, du pouvoir du gel oxydant et aussi, et ça on l'oublie assez souvent, de la possibilité que le produit, le gel oxydant, puisse atteindre le chromoforme. Et on oublie trop souvent, avant un traitement d'éclaircissement, de nettoyer bien les surfaces dentaires pour justement ne pas créer une barrière qui empêcherait l'un de marcher avec l'autre. Alors la loi, elle est très stricte. On va arrêter de tourner autour du pot. Depuis qu'elle est sortie en 2012, on a passé un an où on ne savait pas trop comment faire. On nous parlait de si c'est thérapeutique, on a le droit d'utiliser des concentrations plus fortes. Là, c'est très clair. On sait exactement que nous, dentistes, nous ne pouvons pas dépasser plus de 6% de peroxyde d'hydrogène. Point à la ligne. C'est comme ça, c'est la loi. Et on va voir que finalement, ce n'est pas trop grave. Ce peroxyde d'hydrogène, on peut le trouver soit sous forme de peroxyde d'hydrogène pur, soit en perborate de sodium, qu'on va plutôt utiliser pour les éclaircissements internes, soit en peroxyde de carbamide. Que ce soit le perborate ou le peroxyde de carbamide, le résultat à la fin, ils vont se décomposer en peroxyde d'hydrogène. Donc la molécule de base, le principe de base, c'est le peroxyde d'hydrogène. C'est ça qui va justement jouer sur les dents. Alors justement, c'est la question que tout le monde se pose. Mais alors comment choisir entre un peroxyde d'hydrogène et un peroxyde de carbamide ? En exclusivité, pour l'ADF, je vous ai organisé une petite battle entre les deux. Et dans le premier round, je vais regarder les temps d'action des produits. Le peroxyde d'hydrogène est une molécule qui va agir très vite, qui va se décomposer très vite et qui va très vite être inactif. Son pouvoir oxydant va se concentrer surtout dans la première heure à partir du moment où il est activé. Le peroxyde de carbamide a une activation qui est beaucoup plus lente et une durée d'action qui est beaucoup plus lente. Autre avantage du peroxyde de carbamide, c'est qu'en se décomposant en peroxyde d'hydrogène, il va libérer de l'ammoniac, et cet ammoniac va permettre d'augmenter le pH de la solution, et donc avoir un effet protecteur sur les dents. Concrètement, sur un traitement au fauteuil où on n'a pas le temps d'attendre 4 heures, on va plutôt s'orienter vers un peroxyde d'hydrogène qui, activé, va pouvoir agir encore plus vite. Sur un traitement ambulatoire, on va plutôt s'orienter sur du peroxyde de carbamide. Alors justement, comment choisir entre une méthode au fauteuil et une méthode ambulatoire ? Alors au fauteuil, tout seul, ça marchera bien, mais il y aura une récidive de la dyschromie qui sera très très précoce. Donc quoi qu'il arrive, une méthode au fauteuil doit toujours être associée avec une méthode ambulatoire, une méthode mixte. La technique ambulatoire pourra être raccourcie par contre, c'est l'avantage tout de même. Alors comment choisir une nouvelle battle ? Alors si on regarde les résultats, il ne faut pas se mentir, en fin de compte, après les récidives de dyschromie que l'on aura les semaines après le traitement, le résultat sera le même. Les risques, on verra quels ils sont tout à l'heure, mais les risques sont les mêmes entre un traitement ambulatoire et un traitement au fauteuil. Donc résultat esthétique, les risques, ce n'est pas des arguments que l'on va prendre en considération. Satisfaction du patient. Un traitement ambulatoire, c'est un traitement qui va durer beaucoup plus longtemps.
quelqu'un qui va dire, c'est surtout une réflexion de jeunes filles en général, ouais mais moi dormir pendant 3-4 semaines avec des gouttières, non moi je trouve pas ça très sexy, ils vont pas vouloir. Un traitement au fauteuil va être beaucoup plus rapide. Quelqu'un qui va nous dire je me marie la semaine prochaine, si on arrive à lui trouver un rendez-vous aussi, parce que ça c'est aussi un argument, on va pouvoir lui apporter un résultat esthétique qui est beaucoup plus rapide. L'avantage d'un traitement au fauteuil aussi va permettre de diminuer l'observance du patient, le risque d'observance du patient. C'est-à-dire que sur un traitement ambulatoire, on va expliquer au patient comment il va manipuler les produits, mais on ne sait pas comment il va le faire en fin de compte. Alors qu'un traitement au fauteuil, une grande partie du traitement, c'est nous qui le faisons, donc on sait comment on le fait. L'inconvénient d'une méthode au fauteuil aussi, c'est le coût. Forcément, puisqu'on va passer du temps, c'est à peu près 2 heures une technique au fauteuil, on va passer du temps, on va acheter des produits en plus, et donc du coup, ça fait pratiquement doubler le prix, et donc le patient, justement, pour lui, c'est un coût supplémentaire. Certains vont me dire, oui, mais sur une technique au fauteuil, j'ai l'impression de faire un acte médicalisé, alors qu'une technique ambulatoire, j'ai l'impression de donner un produit au patient. Non, ça, ce n'est pas un argument que moi, je prends en considération. Je fais des deux techniques. Et quand je fais une technique ambulatoire, j'ai tellement l'impression de bien expliquer au patient, de prendre du temps, que je n'ai pas l'impression de donner un coffret à un patient et de réaliser une technique ambulatoire. Donc concrètement, si on regarde un petit peu tous ces éléments, pour jauger si on doit faire un traitement au fauteuil ou un traitement ambulatoire, c'est plutôt des critères qui sont plutôt des choix du patient. Et je pense qu'un dentiste doit avoir les deux méthodes à proposer au patient, expliquer quels sont les avantages de l'un et de l'autre, et au bout de la discussion que l'on aura, pouvoir choisir avec le patient quel est le traitement le plus adapté à son désir. Alors justement, quels sont les risques du peroxyde d'hydrogène? Ça, c'est la question qu'on se pose et la question que vos patients vous posent tous les jours au cabinet lorsqu'ils vous demandent un éclaircissement. Alors, j'ai fait une revue de littérature. Ce qui est intéressant quand on analyse les risques de cette molécule, c'est de regarder pas forcément les modifications que l'on aura sur le moment, mais quels sont les risques véritables que l'on fait courir pour la santé générale, le parodonte, l'émail, le complexe dentinopulpaire et les restaurations. Pour la santé générale, quand on fait un traitement ambulatoire, il faut savoir que 25% du peroxyde d'hydrogène va être ingéré par le patient. Est-ce qu'on a un risque d'empoisonnement? Je vous rassure, on est largement supérieur à un facteur 100 par rapport à des signes que l'on pourrait avoir d'empoisonnement. On n'a pas de risque cancérigène, donc tout va bien. Au niveau du parodonte, on peut avoir une petite irritation du parodonte. C'est juste en fait une modification de la flore buccale due à l'oxygénation. Il suffit d'arrêter le traitement pendant quelques jours, pour retrouver une flore normale. Pas besoin de passer sur un traitement parodontal, c'est juste une petite irritation. Je vous passe les petites brûlures que l'on peut avoir au niveau des brûlures au peroxyde d'hydrogène. On n'en a plus trop maintenant avec les concentrations que l'on utilise. Au niveau de l'émail, alors quoi qu'il arrive, un traitement éclaircissant sera beaucoup moins délétère que quelqu'un qui va consommer régulièrement des sodas. On va avoir des modifications pendant le traitement de la surface de l'émail. On aura une modification du module d'élasticité. On aura aussi une modification de la microdureté pendant le traitement. Mais à la fin, tout rentrera dans l'ordre. Après le traitement, surtout si on utilise des produits qui sont à base de calcium et de fluor, après un traitement, tout rentrera dans l'ordre. Par contre, si on a une modification de la microdureté, il faut expliquer au patient qu'il ne doit pas utiliser un dentifrice abrasif. Nous, on n'y pense pas, mais lui, il fait un traitement éclaircissant. Il se dit, tiens, je vais combiner un petit peu, je vais permettre au dentiste d'avoir le meilleur résultat possible, je vais utiliser un dentifrice blancheur. On a une modification de la microdureté et lui, il va utiliser quelque chose d'abrasif par-dessus. Donc, il faut le conseiller d'utiliser un dentifrice qui n'est pas abrasif. Au niveau du complexe dentinopulpaire, les risques que l'on a sont des risques de sensibilité. Ce n'est pas dû forcément au peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène est une molécule qui est toute petite, qui va se retrouver dans toute la dent. On va le retrouver dans la pulpe. Ce n'est pas ça qui va poser ce problème. C'est dû surtout au glycérol que l'on a dans les produits et qui vont assécher les dents et donc du coup créer ces sensibilités. Ils sont majorés, ces sensibilités, si on a des expositions dentinaires ou si on a des amincissements de l'émail. Quoi qu'il arrive, même quand on utilisait des concentrations très très fortes, ces risques diminuaient au bout de 14 jours. Au niveau des restaurations, alors sur les amalgames,
déjà, outre le fait qu'on ne les éclaircira pas, il ne faut pas rêver, cela peut avoir des conséquences. Ça, c'est un cas de mon associé qui a laissé pendant une nuit du peroxyde d'hydrogène dans une dent avulsée avec un amalgame. Ce bleu-là, vous le récupérez jamais. Donc imaginez le patient qui revient comme ça. Sur les CVI, seront complètement détruits. Excusez-moi. Donc il faudra les refaire. Par contre, les composites ne subiront pas de modification. Par contre, il faut penser à quelque chose. Un composite, si on a des composites à refaire, si on a des collages à faire après un éclaircissement, on a utilisé une molécule qui est très riche en oxygène. Donc, et nos résines n'aiment pas l'oxygène. Ils ils photopolymérisent en milieu anaérobie. Donc, il va falloir attendre quelques semaines, au moins 4 semaines, avant de pouvoir réaliser un collage après avoir fait un éclaircissement. Alors ça y est, rentrons dans le vif du sujet. Quelle doit être notre démarche thérapeutique? Lorsqu'on est face à une dyschromie, comment on doit organiser notre consultation initiale pour justement éviter certains pièges, comme je vous disais tout à l'heure, et surtout avoir un pronostic du résultat que l'on peut obtenir. Pour pouvoir justement faire cette analyse-là, je vous propose d'analyser différents éléments les uns après les autres en se concentrant que sur ces éléments. D'abord de regarder la santé bucco-dentaire, de regarder la dent, et puis enfin de s'attacher à la dyschromie. Au niveau de la santé bucco-dentaire, le premier principe, c'est qu'il faut qu'on ait un parodonte sain. S'il n'est pas sain, il faut le traiter. Les récessions ne sont pas un problème à faire un éclaircissement. Si on a des récessions, si on a des sensibilités associées à ces récessions, peut-être qu'un traitement au fauteuil sera un petit peu plus adapté parce que justement, on va pouvoir les protéger, ces récessions. On aura de bons résultats. Par contre, attention, l'émail, la couronne ne va pas s'éclaircir de la même façon que va s'éclaircir la racine. On risque d'avoir des phénomènes de contraste qui vont se créer entre les deux. Et pareil, si on a des récessions et qu'on a des trous noirs, des manques de papilles, on risque d'accentuer ce trou noir. Donc il faudra bien l'analyser pour ne pas justement, à une demande esthétique, créer un nouveau préjudice. Les caries, s'il y en a des caries, il va falloir plutôt prendre en charge ces caries avant de faire un traitement d'éclaircissement. Mais quand on a quelqu'un qui arrive avec des caries comme ça, on n'a pas envie de lui faire un traitement éclaircissant. Ensuite, les restaurations. Les restaurations doivent être étanches. Si elles ne sont pas étanches, il faudra justement les étanchéifier, les changer, les modifier pour faire un traitement éclaircissant. Si ces restaurations sont adaptées esthétiquement, il faudra penser à expliquer aux patients que forcément le but c'est d'éclaircir les dents et que ces restaurations ne vont pas s'éclaircir et donc du coup il faudra penser qu'il faudra les refaire. Les risques de sensibilité, j'entends souvent des patients qui me disent « Oui, mais mon ancien dentiste n'a pas voulu me faire d'éclaircissement parce que j'avais des sensibilités. » On peut faire des éclaircissements sur des sensibilités. Par contre, le traitement il va être beaucoup plus long. On va utiliser des concentrations beaucoup plus faibles. On va peut-être alterner ces traitements avec des produits désensibilisants pour justement gérer cette sensibilité. C'est une prise en charge qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus lente, où on va peut-être voir le patient un petit peu plus souvent, mais on va pouvoir aboutir à de très très bons résultats. Et même, à la fin de compte, faire disparaître les sensibilités. Les nécroses, ça c'est quelque chose d'important. Regardez ce cas clinique, ça m'est arrivé. Je fais un traitement éclaircissant et puis au fauteuil, et je me rends compte que notre 32 n'a pas évolué de la même façon au niveau du résultat esthétique. Ça m'a alarmé, et du coup j'ai fait une test de vitalité, une radio. Sur ça, si je n'avais pas vu cette évolution-là, j'aurais un risque de flambée inflammatoire. Alors je l'ai traité dans la séance, j'ai pris le temps de faire le traitement endocanalaire, mais si on a une nécrose dentaire ou si on a une parodontite apicale, on risque d'avoir une flambée inflammatoire qui risque de provoquer des douleurs très très importantes. Donc pensez avant de partir sur un traitement éclaircissant, à faire ces tests de vitalité. Alors, tant qu'on est dans les dents nécrosées, je ne rentre pas dans les techniques, parce que ça, les techniques, on les connaît. Je vais parler du comment pronostiquer le résultat. Le résultat, il va dépendre déjà du temps, depuis combien de temps le patient a cette dyschromie. Il va dépendre aussi de l'origine de la dyschromie. Et cette origine, il va directement nous être apporté par la couleur. Et si on a des couleurs qui sont plutôt grises ou marron, le marron c'est surtout dû au ciment canalaire qui a été utilisé, on aura des résultats qui ne seront pas terribles, contrairement aux dyschromies un petit peu plus jaune orangé.
Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la dent. Je vous propose de regarder, en fait, tout simplement, d'avoir une démarche qui est simple. On va regarder de la superficie en profondeur. En superficie, on va regarder si on a des rugosités. Ces rugosités, ça va pas nous empêcher de faire un éclaircissement, mais par contre, ça va être un facteur de risque à la récidive de la dyschromie de manière très précoce. Pour pouvoir effacer ces rugosités, à la micro-abrasion qu'on utilisait beaucoup à l'époque, maintenant on a des produits dont le Regenerate qui nous permet justement de traiter ces rugosités plutôt en apport qu'en soustraction. Avec la micro-abrasion qui est faite de manière trop intensive, on a un risque d'effacer toute la microgéographie de la dent. Donc c'est préjudiciable. L'émail, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Si on a un émail qui est normal, mais qu'on a une perte physiologique liée à l'âge, forcément, on pourra avoir de bons résultats. Sur ce cas clinique, j'ai oublié de le mentionner, qui est de Stéphanie Hortet. Mais par contre, on ne remplacera pas la perte tissulaire. Et donc, du coup, si la demande du patient est de remplacer ça, ce n'est pas vers un éclaircissement que l'on devra se tourner. Dans des cas d'aplasie ou de manque ou de porosité, des composites suffiront. Mais par contre, quand on a des pertes, des érosions trop importantes, faudra plutôt s'orienter vers des restaurations en céramique. On verra tout à l'heure comment, à partir d'une analyse, comment regarder la dyschromie et atteindre un résultat qui est très joli, qui est d'André Fauché, dont je remercie de m'avoir prêté ce cas. Si l'émail est anormal, et là c'est là où les choses se corsent, on a un émail qui est friable, qui part un petit peu en lambeaux, je ne le dis pas, c'est un petit peu dans les cas d'amélogénèse imparfaite, mais c'est pas évident de diagnostiquer une amélogénèse imparfaite, mais on voit que l'émail a un problème. On va regarder si on a une exposition dentinaire. Si on a une exposition dentinaire, le principal risque que l'on a, c'est au niveau des sensibilités. Et on a vu tout à l'heure comment on pouvait gérer ces sensibilités. Si on n'a pas d'exposition dentinaire, on va d'abord regarder la dyschromie. On va s'intéresser à la dyschromie en faisant un traitement d'éclaircissement. S'il reste des taches un petit peu jaune-marron, on va pouvoir sous digue les éliminer par un tamponnage à l'hypochlorite à 5%. Puis, on va regarder un petit peu l'émail, notre émail est anormal, et on va le contentionner avec une technique d'érosion-infiltration, ce qui va permettre justement de le renforcer. Et les restes de porosité, on va les reconstruire en fonction de leur importance avec des reconstitutions en composite ou en céramique, comme on le verra avec les intervenants qui vont me suivre. Excuse-moi Laurent de te couper. Tout à l'heure, tu as parlé du Regenerate. Oui. Parce que je vois qu'on a une question qui vient juste d'arriver. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce produit, qui le commercialise voilà. Je pense qu'on veut avoir des précisions à ce sujet. Pardon de te couper, mais c'était, je pense, non, il n'y a pas de souci. C'est Pred Medical qui le commercialise. Je vais vous faire rêver parce que moi, quand on me l'a dit, j'y croyais pas du tout. Mais en regardant la littérature, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de sérieux. Sur quelques nanomètres, ça reconstruit un petit peu d'émail. Pour les sensibilités, ça marche très très bien. Je ne rentre pas dans le domaine chimique parce que c'est un petit peu compliqué dans l'analyse chimique. Sur les rugosités, ça va les combler un petit peu. Et donc, on aura des résultats très intéressants. C'est un traitement qui est intéressant. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, je pense. Ouais, merci, Laurent. Quand on a un problème de dentine, comme ce cas de dentinogénèse imparfaite, moi, je vous conseille, et c'est ce que je fais, de se tourner vers des services spécialisés qui ont l'habitude de prendre en charge ces enfants dans leur globalité. Regardons maintenant qu'on a analysé les dents, on va pouvoir regarder un petit peu la dyschromie. Tout ce qui est superficiel, qui est des taches tanniques, qui est du tabac ou de l'éludrale, par exemple, médicamenteux, un traitement de surface, un polissage qui va être appuyé, ce n'est pas juste le polissage que l'on fait après un détartrage, qui va être appuyé, va permettre de prendre en charge ces dyschromies. Mais par contre, il va falloir expliquer au patient, avoir une démarche justement pour diminuer son facteur de risque à utiliser ces facteurs chromoformes pour ne pas avoir une récidive précoce. Si on a des lésions superficielles qui sont non liées à l'hygiène, il va falloir, dans ces cas-là, par exemple, d'actinomycète, prendre son mal à patient, c'est très, très récidivant. Ce n'est pas lié à l'hygiène. Ces jeunes patients sont un petit peu la risée de la classe à l'école.
ça revient très très vite, ça ne revient plus après quand la denture mixte, quand on n'est plus en denture mixte, mais sinon c'est très préjudiciable pour les gamins. Contrairement à certaines autres dyschromies qui sont dues à un manque d'hygiène, et donc là une motivation à l'hygiène sera indispensable. Quand le chromoforme passe plus en profondeur, on va regarder si c'est un chromoforme organique ou inorganique. Sur les chromoformes organiques, on aura de très très bons résultats par une technique d'éclaircissement, surtout si l'apparition est récente. Mais on aura aussi de très bons résultats si l'apparition a été, si l'enfant ou l'adulte qui nous demande justement de faire un traitement éclaircissant nous dit « mais j'ai toujours eu les dents de cette couleur », dû à une pathologie comme la bilirubine ou une porphyrie ou des problèmes d'anémie, on aura un très très bon résultat d'éclaircissement, mais par contre l'éclaircissement va devoir être beaucoup plus appuyé, il durera plus longtemps. Mais on est sur une molécule organique, sur un pigment organique, et le peroxyde d'hydrogène, je vous l'ai dit tout à l'heure, il diffusait dans toute la dent, donc on aura de bons résultats. La durée du traitement dépendra notamment de l'âge auquel le chromoforme a été mis au contact de la dent en train de se former. Sur les pigments inorganiques, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. C'est le cas notamment de la tétracycline, où on aura des bons résultats après des traitements qui vont durer des semaines et des semaines, mais on n'arrivera pas à supprimer tout le chromoforme. C'est aussi le cas, et ça on l'oublie assez souvent et on ne le comprend pas trop, de toutes les colorations métalliques que l'on trouve dans certains médicaments, dans les cigarettes, dans le poisson, le MTA on le sait, mais qui, en fonction de l'origine du sel métallique, va donner des couleurs différentes à la dent, et le résultat esthétique ne sera pas à la hauteur de nos attentes. Et ça, on va pouvoir justement le pronostiquer en fonction de cette origine, de ce diagnostic. Si on continue, et là on va rentrer dans le sujet qui est un petit peu le sujet phare, on entend de plus en plus parler depuis quelques années, c'est les lésions d'hypominéralisation. Pour pouvoir justement comprendre comment traiter ces lésions, il faut comprendre comment elles sont faites, comment elles sont constituées histologiquement. Quand on regarde une dent, la lumière va traverser l'ensemble du tissu dentaire pour se refléter, pour être absorbée, jusqu'à la personne qui va observer et regarder cette dent. Lorsqu'on a une lésion d'hypominéralisation, on a des prismes d'émail qui sont espacés, beaucoup plus espacés. On a une matière aprismatique qui est riche en protéines, ce qui fait que quand la lumière va passer à travers ce labyrinthe optique, il va être beaucoup plus absorbé et va paraître du coup beaucoup plus blanc. Là, dans le cadre d'une fluorose, cette lésion se trouve dans le tiers externe de la dent. Ça, on le sait tous. Ce qui est intéressant et qu'on oublie de préciser, c'est qu'on a une couche d'hyperminéralisation en superficie. Et donc, si on va vouloir infiltrer cette lésion par les techniques d'érosion-infiltration, on va très vite se heurter à ce mur d'hyperminéralisation, et il va falloir le franchir pour pouvoir atteindre notre hypominéralisation. Plus la lésion est importante, plus la tâche paraîtra importante. Et c'est une lésion qui est beaucoup plus, dont les prises d'émail sont espacées, donc où les pigments vont beaucoup plus s'incruster. Donc progressivement, avec le temps, progressivement avec les facteurs de risque chromoformes, cette lésion va devenir marron. Et elle est fragile, donc elle peut se casser, elle peut se fracturer, qui va créer des porosités. Donc chez un patient qui souffre de fluorose, on va pouvoir trouver des taches blanches, des taches un petit peu plus marron et des porosités. Et il va falloir traiter ces différentes lésions avec des moyens différents. Dans le cas des white spots que l'on trouve, c'est des lésions pré-carieuses que l'on trouve dans les sites où on trouve la carie, donc au niveau du collet des dents ou au niveau autour des braquettes, dans les traitements orthodontiques, on est sur des lésions qui sont superficielles. Le traitement d'infiltration sera facile à faire puisque du coup, le traitement d'érosion-infiltration sera facile parce que l'infiltration sera facile. Et donc, on aura très facilement de très, très bons résultats. Je ne vais pas m'attarder sur les lésions traumatiques de la dent de lait, des infections de la dent de lait. Histologiquement, elles sont constituées, en fait, elles sont en cône, ce qui fait que le résultat est assez décevant. On va assez bien marcher ça va avoir un très bon résultat au niveau de la zone centrale de la lésion. Par contre, au niveau périphérique, on aura un résultat un petit peu plus délicat à avoir. Donc, il faut s'en méfier de ces lésions-là. Je pourrais peut-être répondre à vos questions, comment différencier les différentes lésions, si vous voulez.
Dans le cas des MIH, ce qui est important, c'est que la lésion d'une MIH va débuter au niveau de la jonction amylodentinaire, ce qui explique que quand on aura une fragilisation de cette zone-là, le délabrement sera beaucoup plus important et on se retrouvera plus rapidement au niveau de la dentine. Alors, comment on doit justement procéder lorsqu'on a plusieurs types de lésions, plusieurs types de tâches? Si on a des lésions qui sont... on va regarder, si on n'a que des lésions blanches, tout va bien. Si on a des lésions marron-jaune, on va d'abord s'attacher à ces lésions. On va d'abord commencer par faire un traitement d'éclaircissement parce que le but, ça va être de supprimer tout ce qui est jaune et marron. S'il reste, après un traitement d'éclaircissement, des pigments qui sont organiques, qui sont jaunes, marron, eh ben on va faire un tamponnage à l'hypochlorite à 5%, sous digue, pour pouvoir les éliminer. Et après, tout simplement, faire le traitement d'érosion-infiltration comme on a l'habitude de faire. Les taches blanches, en fait, le principe pour savoir en amont qu'est-ce qu'on va devoir faire, c'est de diagnostiquer quelle est sa profondeur, de diagnostiquer en fait quel type de lésion on a à faire pour savoir si on va devoir avoir un traitement à minima invasif pour pouvoir atteindre cette lésion. Si le traitement d'érosion-infiltration, si l'érosion va atteindre directement la lésion ou pas. Si elle n'atteint pas, il va falloir justement préparer la surface d'émail dans le principe du gradient thérapeutique vers une technique qui est la moins invasive, vers une technique la plus invasive pour pouvoir arriver à cette lésion, comme on va pouvoir le voir sur ce film qui a été fait par notre président de séance, à qui je vais rendre la parole dans quelques instants pour nous introduire les différents intervenants qui vont me suivre. Et donc, vous voyez, elle va commencer par faire, c'est un cas de fluorose où on a des lésions qui sont symétriques. Ça nous aide si on a quelque chose de symétrique. Je ne parle pas en intensité, je parle en localisation. On est dans une fluorose. On sait qu'on va avoir du mal à passer à cette couche d'hyperminéralisation. On va commencer par faire l'érosion. Et après avoir fait... Et donc, ce qui est important, en fait, avec les traitements d'érosion-infiltration, c'est de surtout bien respecter le protocole et les timings. C'est là où on a des échecs. Après avoir fait l'infiltration, on va passer l'alcool, comme on a vu tout à l'heure, qui va nous donner... Non, comme on voit maintenant, comme on a vu tout à l'heure, pardon, qui vont nous donner le résultat que l'on pourra obtenir. Et puis passer l'infiltration et potentiellement des reconstitutions en composite et obtenir des résultats qui sont faciles à obtenir avec un bon polissage parce que c'est des composites et qui permettent de répondre à la demande de nos patients. Je te remercie Stéphanie. Excusez-moi pour ces petits soucis. Merci à toi Laurent, merci pour ces précisions qui redonnent confiance en cette thérapeutique, je crois, malgré toute cette nouvelle réglementation. Je crois qu'on a eu pas mal de questions, Pascal. Oui, plusieurs questions du public. Merci pour vos questions. Donc, notamment au niveau déjà de la durée ou de l'observance de l'éclaircissement ambulatoire. Donc, des questions d'anonymes. Peut-on interrompre un traitement ambulatoire? Ou Marie, c'est toujours sympa d'ailleurs si vous pouvez, quand vous posez une question, mettre votre prénom ou un pseudonyme, ce qui permet de... Bonjour Marie. Un petit peu de relier la question à une personne. Donc Marie demande si l'éclaircissement doit être absolument suivi tous les jours, par exemple, dans le cadre d'un protocole ambulatoire. Non, on l'a vu tout à l'heure, oui, c'est une bonne question. Dans le cas des sensibilités, on peut alterner avec des sensibilisants. Si la patiente nous dit « ouais, j'ai envie de partir », ou le patient, pardon, parce qu'il n'y a pas que les patientes qui demandent des éclaircissements, nous dit « j'ai envie de partir en week-end et je n'ai pas envie de m'embêter, mais bon, j'aimerais bien commencer, tout ça », il n'y a pas de souci, on peut arrêter le traitement quelques jours, avec pas des semaines, mais quelques jours, ça ne pose pas de problème. Et Julie, Laurent nous demande s'il y a des aliments à proscrire pendant et après l'éclaircissement, en fait. Voilà, Pierre pose d'ailleurs une question sur le même thème, demande si, par exemple, au niveau des consommations de café, de thé, est-ce que c'est... Donc on a eu plusieurs questions sur ce thème. Les fabricants se mettent ceinture, bretelle pour dire « oh non, il ne faut surtout pas fumer, pas de café, pas de thé ». Regardez une tasse de thé ou de café, elle est tout le temps blanche, pourtant son rôle c'est d'avoir du thé et du café en permanence. Pourquoi elle est tout le temps blanche? Parce qu'on la lave de suite. Si vous laissez le thé ou le café stagner au fond de la tasse, vous ne récupérerez jamais les colorations. C'est pareil pour la bouche. Si
on va consommer du thé et du café et qu'on se brosse les dents juste après. C'est ce que je dis à mes patients. Ayez une brosse à dents avec vous. Lavez-vous les dents juste après avoir bu du vin aussi. Il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas de souci pendant un traitement. Alors bien sûr, il faut éviter les excès. Mais après, on ne va pas priver nos patients. Il n'y aura pas de problème. Ce qui est important, il y a aussi souvent, il y a des gens qui conseillent de boire le café avec la paille. C'est idiot. Le liquide ne va pas directement aller dans la gorge. La cinétique du liquide va faire qu'elle va revenir devant. Ou le vin avec la paille, autant ne pas boire de vin. Merci Laurent. N'oubliez pas, les questions se posent à la fin de chaque communication. Donc si vous avez des questions sur l'éclaircissement, c'est au 06 27 20 12 76. N'hésitez pas. Pascal, est-ce qu'on a des questions peut-être un petit peu plus précises sur la technique ou les effets? On a Emma qui demande si l'éclaircissement peut-il être différentiel en fonction de la géographie de la dent, c'est-à-dire, je pense, produire un effet un petit peu léopard, et dans ce cas, que faire? On a d'autres questions d'ailleurs sur le même thème. Jean-Marc demande, par rapport à ce que le conférencier montrait sur les colorations de collets, si on peut cibler une zone particulière avec les techniques d'éclaircissement. Alors, je vais répondre à la deuxième question, comme ça va me permettre de réfléchir à la première. Oui, alors justement, le traitement au fauteuil va nous permettre de faire beaucoup plus ça, justement, d'aller mettre beaucoup plus de produits, de passer un petit peu plus de temps sur certaines zones des dents, et donc du coup d'avoir un acte qui est beaucoup plus posé, parce que ça, on ne peut pas trop l'expliquer à nos patients. Oui, c'est vrai que finalement, surtout ce qui est éclaircissement au fauteuil, l'avantage que vous aurez, c'est d'avoir quand même un traitement plus personnalisé. Et si en effet vous avez des différentiels de teinte d'une dent à l'autre, vous allez pouvoir harmoniser votre couleur. Et puis si en effet vous avez des problèmes de taches, vous allez pouvoir peut-être plus appuyer. Alors justement, mais je Laurent, pense avoir compris la première question du coup avec ton intervention. Donc on a eu la question d'ailleurs, ce sujet. Qu'est-ce que tu exemple, appelles éclaircissement plus appuyé? Et qui va durer beaucoup plus longtemps. J'augmente pas mes concentrations, on n'a pas le droit, c'est qui va durer beaucoup plus longtemps. Mais si on a des lésions blanches, par exemple, et qu'on fait un éclaircissement, il faut prévenir le patient, on va assécher encore plus la dent, on va augmenter notre labyrinthe optique, puisqu'il y aura moins d'eau, et donc du coup l'indice de réflexion va être beaucoup plus importante, et donc le blanc va apparaître beaucoup plus blanc pendant et après un éclaircissement. Mais ça rentre dans l'ordre une fois que la dent va être beaucoup plus hydratée. Et je pense que c'est ça la première question qui a l'effet léopard. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut donc du coup, si l'éclaircissement, je pense que c'était la question de l'auditeur, enfin de l'auditrice, c'était Emma qui posait ça. Si l'éclaircissement est différentiel, c'est-à-dire qu'il révèle davantage, je pense, des taches blanches, que faire? C'est quelques jours. Ça va, quand la dent va se réhydrater, on va moins avoir cet effet. Et au contraire, le blanc va paraître la lésion blanche va paraître beaucoup moins blanc, et on va éclaircir le reste de la dent, donc elle va encore être plus noyée, cette lésion blanche, dans l'ensemble du sourire. Des fois même, le patient, ça lui satisfait complètement et n'a pas envie d'aller plus loin dans ce traitement. C'est vrai qu'en effet, au bout de quelques jours, au moment où on va avoir une stabilisation de la couleur, toutes ces notions de teinte blanche vont un petit peu s'homogénéiser, comme tu disais. Mais de toute manière, si ce n'est pas le cas, peut-être faire un petit peu de la prévention et de la communication auprès de votre patient en leur expliquant qu'en effet, peut-être qu'on aura besoin d'une thérapeutique associée pour pouvoir pallier à ce petit différentiel de teinte, notamment sur des taches blanches très 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 profondes où on aura des difficultés et on aura du mal à... Soit on aura besoin d'une facette, soit on aura besoin mieux d'une restauration à base de composite. Ce sera difficile de ne pas coupler avec cette thérapeutique-là. Je pense que Didier nous parlera un petit peu plus profondément de ce sujet-là après. Stéphanie, je me permets juste de revenir sur les aliments, parce que c'est vrai que du coup, on a plusieurs des questions qui arrivent encore. Emmanuel et Linda, notamment, qui posent la question du tabac, de fumer. Parce que tu as bien expliqué sur les consommations alimentaires. Mais... Le tabac, en fait, pendant un traitement, tu parles ? Oui, pendant le traitement ambulatoire, pour les fumeurs, en fait, c'est à part le gris dû au métal, tout ce qui est métallique dans le tabac, ça va être surtout des taches superficielles. Non, je crois que c'est pas la question. Non, j'ai compris la question. Pendant un traitement d'éclaircissement, quelqu'un qui fume beaucoup et qui a envie et qui dit je pourrais pas arrêter de fumer, on peut aussi lui conseiller de fumer avec ses gouttières, comme ça le
les dents sont protégées et ça lui permet de justement pouvoir répondre à sa demande et tout en continuant à fumer. Ok. Il faut lui conseiller aussi d'arrêter de fumer. Hein. Certains posent la question aussi, quel produit tu utilises pour le système d'érosion-infiltration ? Il n'y en a qu'un, là c'est l'Icon de chez Pred, enfin, là je peux le citer sans problème. Et parmi les différentes marques d'éclaircissement ambulatoire, est-ce qu'il y a des différences significatives entre les différentes propositions sur le marché ? Le peroxyde d'hydrogène et du peroxyde d'hydrogène, le peroxyde de carbamide et du peroxyde de carbamide. La différence entre les différentes marques, ça va être dans les compositions des sensibilisants, des activateurs, ils marchent à peu près tous. Hein. Il n'y a pas de... Ok, très bien. Ok, merci Laurent. Avec plaisir. Donc, je voudrais maintenant remercier Didier Decci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui.